l'ambassade canadienne au Nigeria. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Première journée de grève aujourd'hui pour les membres du Front commun. Déjà, il y en a 3 autres qui ont été ajoutés, 21, 22, 23 novembre. Et dans un des tweets sur X, ou des X de Sonia Lebel sur X qui ont été faits au cours des dernières heures, elle dit ceci: s'ils sont insatisfaits en parlant des membres de notre 4e offre, ils doivent déposer une contre-offre. De poser la question plutôt aujourd'hui à celle qui est à la tête de la FTQ, Magali Picard. On va l'écouter ensemble. Moi, je vous garantis une contre-offre, M. Dumont, lorsqu'on va avoir une vraie offre. Si on revient maintenant avec une offre moins élevée, elle va revenir avec quoi la prochaine fois? 10,8, 11 %. Et de notre côté, il va falloir constamment réduire. On est déjà en deçà du coût de la vie, là. On ne peut pas continuer comme ça. Mario, comment interprètes-tu cette réponse? Bien, c'est parce que ce qu'elle décrit, là, c'est un peu ça, la négociation, là. T'sais, si nous, on baisse un peu, ben là, elle va monter, mais elle ne viendra pas nous rejoindre. Il va falloir qu'on rebaisse. C'est comme ça que tu te rejoins au centre. Là. C'est ça, la négociation. Là, je comprends. C'est parce qu'eux disent, à date, la ministre n'a pas encore fait une offre qu'on peut qualifier de sérieuse. C'est vrai que c'est pas extrêmement généreux. Là. Je comprends qu'ils en veulent plus. Mais eux demandent 20 % sur 3 ans. C'est presque 7 % par année. Mais c'était ça, l'inflation en 2022. Ben non, c'était ça pendant 2 mois, 3 mois. C'est pas sur une pleine année, puis pas sur 5 ans. C'est pas à chaque année sur 5 ans. C'est vrai que ça a touché ça. Mai, juin, juillet, il y a un trimestre où ça a touché ça. Mais ça peut pas devenir la nouvelle norme. Donc, c'est pour ça que tu dis, OK, si la ministre avait pris cette même position-là, elle aurait dit, moi, j'attends que les syndicats me fassent une demande sérieuse pour faire une offre. Fait que moi, j'ai trouvé que là-dessus, Sonia Lebel, sur le reste, les syndicats, écoute, ça s'est très bien passé. On fait des manifestations, leurs gens sont mobilisés, ils se sont comportés. En tout cas, moi qui ai eu, peut-être qu'on va nous rapporter quelque part dans une région des anicroches, mais à première vue, ils se sont comportés de façon impeccable, respectueuse. Ils font une grève, c'est leur droit. Ils veulent plus, on les comprend. Donc, puis tu sais, les porte-parole syndicaux aujourd'hui, je trouve, ont eu des bons messages. Tout est correct. Le point où, à mon avis, la ministre a raison aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que le principe même de la négociation, c'est offre contre offre. Je veux dire, tu sais, c'est vrai que quand, mettons que tu as ta maison et ta vente, quelqu'un te fait une offre, tu dis, elle est même pas assez sérieuse pour que je fasse une contre-offre, on fait ça, mais dans ce cas-là, la personne n'est plus client. Tu la renvoies chez eux et tu n'en revois plus jamais. Là, tu as 2 groupes qui sont condamnés à s'entendre. Là. C'est les 600 000 employés du secteur public puis le gouvernement. Fait qu'il va falloir qu'ils s'entendent. Donc, le principe même de la négociation, c'est bien, oui, vous allez faire une contre-offre, puis la ministre ne l'acceptera pas avant de faire. Puis à un moment donné, vous allez dire, là, on est rendu proche, là, on va négocier toutes les... Tu sais, quand tu arrives tout proche, là, qui te manque une couple de pourcents ici et là, c'est le moment où tu dis, on va négocier jour et nuit, on va essayer de finir ça puis de s'entendre. C'est comme ça que c'est toujours arrivé, la négociation. Tu dis, on va négocier jour et nuit. Il y a un des porte-paroles du Front commun qu'on a entendu dire aujourd'hui, nous, on est disponible 24/7. As-tu vraiment l'impression que ça bouge aux tables de négociation? Oui, un peu, mais là, on est trop loin, là, présentement. Écoute, c'est un fossé immense, là, entre les deux. Donc là, on est trop loin. Je sais pas... Peut-être qu'ils travaillent sur d'autres points plus techniques, d'amélioration de l'organisation du travail, là, ce qui tient à cœur à la ministre. Des fois, il y a des gens qui travaillent discrètement par en arrière et qui en règlent des bouts. Mais sur le salarial, on est vraiment loin. Là, on n'est pas à l'étape de dire... tu sais, quand t'as 2 bouts de ficelle puis qu'il t'en manque presque pas pour faire un nœud, là, tu tires fort pour faire ton nœud. Mais là, on n'a pas les bras assez longs pour aller chercher les 2 cordes, là. Fait que oui, là, on n'est pas là. On n'est pas dans une phase finale. Il va falloir que quelqu'un bouge de part et d'autre, là. Dans la foulée des révélations de notre bureau d'enquête, Mario, sur les dépenses somptueuses de l'Office de consultation publique de Montréal, en début d'après-midi, l'organisme a décidé de suspendre temporairement tous ses voyages, de renforcer aussi la surveillance de ses activités de représentation. Et Dominique Olivier, qui a été à la tête de l'organisme de 2014 à 2021, elle n'est plus là aujourd'hui, mais elle est la numéro 2 de Valérie Plante, puisqu'elle est à la tête du comité exécutif de la Ville de Montréal. Et sur notre émission, un petit peu plus tôt, il y avait l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui était présent de 2013 à 2017, évidemment à la tête de la Ville de Montréal, a dit ceci. Dominique Olivier doit démissionner. Maintenant, ce qu'on n'entend pas, la seule chose qu'on n'entendait pas dans le reportage du Poirier, c'est le silence de Valérie Plante. Le Mozambique, c'est peut-être beau, là, c'est peut-être le fun de faire des safaris, là, mais pour faire de la consultation, on le passera.
Dans une publication sur Instagram, Valérie Plante a réitéré sa confiance à l'endroit de Mme Olivier. Qu'en penses-tu, Mario? Bien, juste sur M. Coderre, quand même, tout ça a commencé en 2016. C'est encore lui qui était maire. Et s'il n'y a pas de règles de gestion, s'il n'y a pas de règles de compte de dépenses, s'il n'y a pas de règles de voyage, d'encadrement des voyages, d'obligations... Hey, moi, là, je venais d'arriver à l'Assemblée nationale, ça doit faire 25, 30, quasiment 25 et 30 ans, qu'à l'Assemblée nationale, à un moment donné, les gens se sont dit, tu sais, c'est pas sérieux, il y a des voyages qui se font, puis on fait même pas rapport, puis on s'est mis à dire, non, pour chaque voyage qui est fait, là, d'un élu, faut qu'il y ait un rapport écrit. C'était quoi les ateliers? C'était à quel jour? Il y avait le congrès, était de telle heure, à telle date, puis là, le premier atelier était sur tel sujet. Des vrais rapports qui étaient faits, de telle sorte que si quelqu'un posait la question, qu'est-ce que tu faisais là? Bien, tu pouvais répondre. Là. C'était une assemblée de la francophonie, puis voici les 5 sujets qui étaient à l'ordre du jour, puis voici pourquoi il fallait que le Québec y soit. Là. Pourquoi nous, on travaille sur ces dossiers-là? Tu sais, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est un système sans reddition de compte. On fait des voyages, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, un office de consultation publique qui est là pour consulter les Montréalais. Pourquoi ils font le tour du monde à tout bout de champ? Même les retombées sont floues, là. Retombées des voyages, c'est assez flou. Flou, là. Fait que, tu sais, pourquoi on a fait ça? Puis, tu sais, ça a coûté très cher. Puis, les fractures de restaurant. Fait que moi, je trouve ça gênant. Maintenant, pour madame, on comprend qu'il y a un problème puis qu'ils veulent gérer mieux leurs dépenses à l'avenir. De toute façon, ils n'ont pas le choix, là. Ils sont forcés de le faire. Mais le cas de Dominique Olivier... T'sais, poser la question, c'est un peu y répondre. Julie, on nous dit que le budget de cette année à la Ville de Montréal va être un des plus difficiles à faire. Alors, est-ce que la personne qui a géré l'argent comme ça, les comptes de dépenses comme ça, part avec beaucoup de crédibilité, là? Je veux dire, elle a vraiment, à mon avis, là, 2 prises contre elle, là, avec un dossier semblable. Et je comprends très bien. J'étais sûr ce matin que l'opposition allait demander son retrait. Mario, j'étais certain de ça. Je dois t'interrompre un instant, mais reste avec nous. Donald Trump qui prend la parole à la lumière de cette première journée pour lui, où il a témoigné. Ça prend des jours et des jours, des mois et des mois. Je n'ai pas à être ici la plupart du temps, mais je dois être ici parce que c'est une affaire qui n'aurait jamais dû être amenée en justice. Tout le monde a vu ce qui est arrivé aujourd'hui. Tout le monde a vu. Je ne leur ai pas dit ce qu'ils ont dit que j'avais dit. C'est un mensonge. Ils n'ont pas de crédibilité. Leur seul témoin n'a aucune crédibilité. C'est leur seul témoin. Vous avez vu ce que j'ai eu à dire. J'ai été très convaincant. Être traîné en justice et dépenser autant d'argent alors que des gens se font tuer partout dans le monde, ce que notre pays pourrait arrêter. Il y a aussi l'inflation. Je trouve que c'est une disgrâce. On regarde les chiffres qui sont sortis sur CBS et le New York Times. Le New York Times n'est pas très content, mais les gens en ont marre de ce qui se passe. Je pense que c'est un jour très triste pour l'Amérique. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû aller en justice. Il faudrait annuler ce procès immédiatement. Alors, Mario, c'était la journée où M. Trump devait témoigner. On le rappelle, c'est un procès civil qui se tient toujours à New York. Pour fraude, il est accusé d'avoir gonflé ses actifs immobiliers pour notamment solliciter des prêts peut-être plus avantageux aux banques. Et il a témoigné aujourd'hui. Il vient encore une fois de se dépeindre en victime en disant que tout ça est une guerre politique. Ouais. Mais tu sais, il a témoigné, c'est un grand mot. Là. Le juge était épuisé de lui à un point. Il lui a dit d'arrêter de faire des discours à la porte-pièce sur toutes sortes d'affaires qui sont non pertinentes à la cause, de se concentrer à répondre aux questions qui lui sont posées. Donc, tu sais, même en cours, là, Donald Trump, il fait ce qu'il veut, il fait à sa tête, on va promener tout le monde, puis il fait ses discours. Bon, pour le reste, de se poser en victime, on peut pas rire de ça, ça marche tellement. Je veux dire, c'est une des stratégies politiques les plus réussies de l'histoire de l'humanité, là. Je veux dire, ça a l'air grotesque quand on le regarde comme ça, mais je veux dire, en fin de semaine, le New York Times faisait un sondage sur les États, ceux qu'on appelle les swing states, là, les États les plus critiques qui font basculer la présidence d'un côté ou de l'autre. Et si les élections avaient eu lieu demain matin, Donald Trump en gagnait 5 sur 6 et ça le mettait dans une position extraordinaire pour reprendre la Maison-Blanche. Donc,
Et ça marche, là. Ça marche, son affaire. Faut dire que le sondage du New York Times révèle une autre affaire, là, quand on le regarde à fond. C'est que c'est pas tellement que les gens sont en amour avec Donald Trump, c'est aussi que vraiment Joe Biden, là, ça pogne plus du tout. Là. Les gens le voient plus comme l'homme de la situation, mais zéro. On sent pas son leadership, on sent pas sa force. Alors ça, il y a un questionnement pour les démocrates. Je pense qu'on est à plus ou moins un an jour pour jour là, de l'élection. Un an moins un jour. Oui, Mario, tu as raison, c'est le 5 novembre si on 2024. est pour changer, c'est ça, si on est pour changer de candidat du côté démocrate, ça serait peut-être le temps qu'on opère une réflexion en accéléré. Marion, en terminant, c'est la mise à jour. Québec va présenter sa mise à jour économique demain. Il n'y aura pas de chèque, il ne devrait pas y en avoir. Tu t'attends à quoi? Les attentes sont élevées. Il y a beaucoup de demandes, logement et sans-abri. Dans plusieurs domaines, le gouvernement a fait face aux attentes de la population, à l'insistance des villes. Puis on a comme reporté, on a demandé à tout le monde de la patience parce qu'on s'en venait avec une mise à jour économique. Alors, on va voir ce qu'il va y avoir là-dedans. En fait, ça va aussi être intéressant pour voir l'état de la marge de manœuvre du gouvernement. Parce que l'économie est quand même très au ralenti au Québec. Là, au Canada, en général, on dit on est quasiment techniquement en récession. En fait, la croissance économique est à zéro. Elle n'est pas tout à fait négative, mais sauf que ça fait un contexte où les revenus ne rentrent pas probablement aussi vite qu'espéré au gouvernement. Donc, on va pouvoir voir l'état réel des finances du gouvernement, qui va être quelque chose quand même intéressant comme donnée à mettre dans notre analyse pour les négociations dans le secteur public. Là. À suivre demain. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.